Et dans l'espace. Comme je n'ai pas trop parlé, donc saut dans l'espace et dans le temps, nous allons arriver au XXe siècle, en URSS à l'époque. Donc le point de départ de cette communication, c'est évidemment le problème que pose la révolution russe quand on réfléchit sur l'émancipation. Révolution russe qui finalement a abouti à un régime de dictature particulièrement cruel et efficace. Et quand ce régime a fini par s'effondrer, loin de permettre une reprise de la contestation, on a plutôt vu que ça a renforcé l'évidence de la fin de l'histoire et de la fermeture sur le libéralisme et le capitalisme. Et donc, entre autres, de par le fait qu'un des effets de la révolution russe a été de devenir le langage d'expression de la forme majoritaire de contestation dans le monde entier. Et donc mon problème, c'est de comprendre comment il y a pu y avoir un retournement du langage et des valeurs qui a pu instituer la domination tout en prônant la domination. Pour ce faire, je propose une étude vraiment à l'échelle micro dans le milieu de la jeunesse. Jeunesse qui a souvent été présentée dans les années 20 et les années 30 et par la suite par l'historiographie comme un milieu plutôt rebelle, y compris à l'enrégimentement stalinien. Or, je vais plutôt considérer cette jeunesse comme un laboratoire du système stalinien achevé, et ce, dès les années 20. Donc je vais étudier particulièrement une commune de jeunes. Alors j'y reviendrai, les communes, c'était des tentatives d'établissement d'un mode de vie communiste, donc c'est aussi là, à mon avis, qu'il y a un nœud en prenant des gens qui prétendaient vivre selon le communisme, voir un peu comment ces prétentions ont pu se transformer au contraire en des opérations de contrôle social. Et donc pour étudier cette commune de jeunes, je détaillerai les interactions sociales, quels étaient les membres, les rapports avec le milieu environnant, les interactions institutionnelles, avec évidemment le rôle du Parti communiste, des organisations sociales et des organisations proprement de l'État. Et je vais essayer, à partir de là, de voir comment, encore une fois, à partir d'une promesse d'émancipation, on est arrivé à élaborer une forme de contrôle social. Alors d'abord, dans les années 20, les courants, disons, de gauche, sinon même libertaires, paraissent encore puissants en URSS. Je vais citer Varlam Shalamov, qui est connu pour ses récits de la Kolyma, mais qui auparavant avait été militant trotskiste et toujours resté quand même sympathisant des idéaux très généraux de la Révolution au mois de février, et qui décrivait l'atmosphère parmi les étudiants dans les années 20 en disant: c'était dans les établissements d'enseignement supérieur précisément qu'on se préparait à l'assaut, là qu'était concentré le meilleur de la société, l'élite des paysans et des ouvriers, mais aussi des nobles et des bourgeois qui s'étaient emparés de l'étendard d'une autre classe pour se lancer sous son signe à l'assaut du ciel. Et d'autres témoignages confirment cette impression d'enthousiasme dans la jeunesse. Mais cet enthousiasme prend rapidement le visage d'un excès d'enthousiasme, et là je reprends l'expression d'une universitaire américaine qui a travaillé sur le monde étudiant, et qui décrit, donc il s'agit d'Anne Gorsuch, et qui décrit en fait parmi les étudiants, d'une part une opposition à la mise en place de la NEP, donc la nouvelle politique économique qui voit, suivant la formule consacrée, le rétablissement d'un capitalisme limité pour un temps limité à partir de 1921. Donc critique de la NEP parmi les étudiants, critique de l'embourgeoisement du Parti communiste, popularité des thèses de l'opposition trotskiste dès 1923-24 et plus généralement refus des conventions bourgeoises. Localement, donc moi mon terrain c'est l'Ukraine dont la capitale à l'époque était Kharkov, l'Ukraine soviétique. Localement on trouve la confirmation de ce gauchisme étudiant. Dans la revue des étudiants prolétaires, c'est comme ça qu'elle s'intitule, donc la revue s'appelle Student Revolucji, l'étudiant de la Révolution, on trouve l'appel à créer une organisation intitulée Nouveau mode de vie dans l'enseignement supérieur. Les buts de cette association étant, je cite, la lutte contre la psychologie individualiste et autoritaire, et là c'est la reprise des idées de Bogdanov qui était un bolchevique qui s'était opposé à Lénine dans les années 1907-1908. On prône également l'esthétisation de la vie quotidienne par les pratiques artistiques, l'organisation de formes collectives de vie culturelle au nom du romantisme révolutionnaire.
En plus, ceux qui prônent cette association dans le milieu étudiant fournissent une bibliographie à ceux qui voudraient suivre leur exemple. Dans cette bibliographie, on trouve 2 ouvrages de Trotsky, on est en 1924, et 2 ouvrages d'Alexandra Kollontai, dont les thèses sur la libération des femmes et la libération sexuelle sont loin de faire l'unanimité, et c'est un euphémisme, à l'époque. Donc, voilà, le tableau d'un milieu étudiant marqué à gauche et plutôt libertaire semble se confirmer. Derrière cet appel, je n'ai trouvé la trace que d'une seule commune créée dans un institut qui s'appelle le Zootechnikum. Donc c'est un institut de formation agricole destiné à des étudiants dont les plus jeunes vont y entrer vers l'âge de 15-16 ans et les plus vieux vont y entrer vers 17-18 ans pour une formation professionnalisante de 3 ans. Et donc la même revue Student Revoluzi, toujours en 1924, nous présente une commune qui s'est créée dans ce Zootechnikum. Je vous lis un petit extrait de l'article. À la tête de la commune se trouve le conseil de la commune étudiante qui dirige le travail dans les domaines matériels, économiques, académiques et éducatifs de la vie des étudiants communards. Dans la mesure où tous les étudiants appartiennent au syndicat des travailleurs de la terre et des forêts, sa section locale s'occupe du travail syndical, mais pour éviter les malentendus entre la section syndicale et le conseil de la commune, les mêmes personnes sont élues dans les 2 organismes. En 1923 et surtout au début 1924, on pouvait voir que le système d'études de cours magistraux se dégradait, ce qui mécontentait les auditeurs. En 1923, le système des cours magistraux fut à moitié remplacé par des séminaires et des discussions. Fin 1924, après toute une série de débats, on a commencé à appliquer le plan Dalton, j'en reparlerai, bien qu'une partie des professeurs le regardent toujours avec scepticisme. Tout le travail d'instruction culturelle est organisé en cercles, cercle de propagande agricole, cercle d'histoire naturelle, de léninisme, de littérature, de théâtre et de musique. Le conseil du club, composé de représentants des étudiants et des travailleurs, dirige les cercles. La cellule de la jeunesse communiste dirige le travail à la campagne, organisant différentes actions de propagande. Donc à lire l'article, on a l'impression d'une double révolution. D'une part, une révolution institutionnelle où l'institut est en définitive dirigé par les étudiants communards, et d'autre part une révolution pédagogique où toutes les pratiques traditionnelles de l'enseignement sont mises en cause, fin des cours magistraux. Donc je vais reprendre ça par point. Révolution pédagogique. Alors le plan Dalton auquel il est fait référence ressemble, c'est Vladimir Berlovitch qui a fait une étude sur la soviétisation de l'école russe, à ceci. Il s'agit de faire travailler les élèves individuellement sur des thèmes et des plans de travail établis par les enseignants ou en commun avec eux. Le cours traditionnel disparaît, ainsi que la classe, les salles de classe étant appelées à présent laboratoires. Le rôle du maître devenait celui d'un consultant, d'un moniteur. Donc les professeurs perdent ce pouvoir, ils le perdent également parce que d'après les statuts de la commune, le conseil de la commune, grâce à ses représentants à la direction de l'école, mène le travail d'organisation des cours et des travaux pédagogiques. Donc non seulement le contenu des cours, mais même leur planification échappe aux enseignants. Les enseignants, c'était précisé dans l'article, ne sont pas contents. J'en ai trouvé la confirmation dans le rapport du professeur d'ukrainien qui se plaint pêle-mêle du manque de travail des étudiants, de la mauvaise volonté de l'administration, du fait qu'on n'applique même pas l'ukrainisation qui était la politique officielle du moment. Et comment dire, ce retour est d'autant plus intéressant que le prof d'ukrainien en question est quelqu'un d'un petit peu connu qui s'appelle Chodkiewicz, qui est un vétéran de la Révolution de 1905, militant du théâtre amateur ouvrier, puis ensuite du théâtre amateur dans les Carpates ukrainiennes, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne peut pas taxer d'être un mandarin réactionnaire, ni spontanément opposé à tout ce qui est innovation politique ou pédagogique. Il reste que quand on regarde la documentation, on s'aperçoit que cette déconsidération des professeurs vient aussi de la situation issue de la guerre civile. Les étudiants, s'ils ont un niveau très faible, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas pu faire leurs études à cause de la guerre civile, et les professeurs en général n'ont pas forcément non plus un niveau très élevé. Donc il y a un problème général d'autorité. Or on s'aperçoit que c'est le directeur de l'Institut qui a commencé à réformer les institutions, et donc là je vais passer à l'idée de révolution institutionnelle, en réorganisant les études. Et donc ce personnage du directeur de l'institution qui n'apparaissait absolument pas dans l'article sur la commune étudiante, dans la documentation administrative de l'Institut, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de très important.
Il s'appelle Petrov. Il est donc directeur de l'Institut au niveau administratif. Il est également commissaire politique de l'Institut. À ce titre, il est chargé de l'enseignement de l'instruction politique de base. En russe ou ukrainien, ça donne politminimum, donc le minimum politique. Et il est décrit comme un vieux militant du parti. En tant que vieux militant du parti, il participe à une cellule du Parti communiste et de la jeunesse communiste, qui sont une cellule unique sur l'Institut. Le Parti communiste n'apparaissait pas dans l'article de presse, on s'aperçoit qu'il est présent, donc il n'y a pas que la jeunesse communiste. Et que c'est cette cellule Parti jeunesse communiste qui soumet des résolutions aux assemblées générales des étudiants. Et on s'aperçoit qu'au niveau administratif, ce qui vient de l'échelon supérieur, c'est-à-dire de l'inspection générale de l'enseignement agricole, est la plupart du temps directement envoyé à des responsables du parti, quel que soit leur rôle administratif dans l'Institut. C'est-à-dire qu'en cas, par exemple, de vacances du commissariat politique, parce que le directeur est absent, c'est un étudiant qui se retrouve commissaire politique par intérim, en tant que militant de la jeunesse communiste. Et donc on a une confusion des institutions assez inextricable. Cet étudiant, commissaire politique remplaçant, est aussi élu au conseil de la commune et représentant du conseil de la commune à la direction de l'institut. Le directeur, lui, assiste au conseil de la commune en tant que directeur de l'institut. Un autre étudiant qui appartient à la cellule de la jeunesse communiste est en même temps au conseil du club culturel et au conseil de la commune. La section syndicale, on l'a vu, est confondue avec le conseil de la commune. Quand on prend un peu toutes ces personnes qui exercent des responsabilités, on s'aperçoit qu'en fait elles sont peu nombreuses. Il y a 12 étudiants sur 152, 8%, qui exercent une responsabilité. Mais en fait, les 4 membres du conseil de la commune étudiante, en tout 2,5% de l'ensemble des étudiants, cumulent chacun 2 ou 3 postes. Et donc avec le directeur Petrov, on s'aperçoit que c'est eux qui contrôlent l'ensemble de l'institution. Donc une circulation du pouvoir qui est extrêmement restreinte, avec 2 catégories qui sont complètement réduite à l'état de spectatrice, le corps enseignant, on en a déjà parlé, et la masse des étudiants. La masse des étudiants, ils ont été réunis pour fonder la commune, mais quand on regarde le procès-verbal de la première assemblée générale, on s'aperçoit que toutes les décisions prises correspondent à la virgule près aux résolutions préalablement rédigées à la cellule de la jeunesse et du Parti communiste. Par contre, aucune proposition ni ou candidature de 100 partis n'a été adoptée à cette Assemblée générale. Donc du côté des communistes, on sent qu'il n'y a aucun souci d'élargir la représentativité, même en prenant des hommes de paille. Alors, est-ce à dire que ce monopole communiste est si largement accepté? Ben, on remarque quand même plusieurs candidatures de 100 partis qui n'ont pas été retenues, mais on s'aperçoit qu'il y avait 6 candidatures au conseil de la commune de 100 partis, et il y a eu 6 votes contre la liste communiste. Donc on peut supposer que les 6 candidats alternatifs ont voté contre la liste communiste, mais ils ont été les seuls à voter contre. Ensuite, quand on va un peu plus loin, la commune est censée rassembler 87 communards, or l'Assemblée générale ne rassemble que 54 personnes, c'est-à-dire 62% des communards, et les communistes, une fois qu'on enlève les 6, n'ont donc recueilli que 55% des voix des 87 personnes censées vivre en commune. Donc on a une représentativité qui est quand même assez faible. Il reste qu'à ce niveau-là, on a quand même l'impression d'une machine très élaborée, et là on a l'impression d'être dans le schéma de l'école totalitarienne, où vous avez un tout petit groupe de 4-5 personnes du parti qui contrôle une commune de 87 membres, qui elle-même chapeaute un institut de 152 étudiants. Et y compris dans les archives de la jeunesse communiste, on trouve la promotion de ce qui s'appelle une administration indirecte des établissements supérieurs, où on explique précisément qu'il faut que les organismes du parti et de la jeunesse communiste contrôlent les établissements, mais sans en assumer la direction. En même temps, les mêmes qui dirigent reconnaissent que ces étudiants, qu'ils considèrent un peu comme une masse de manœuvre, sont extrêmement actifs à l'extérieur.
On parle du travail véritablement héroïque des étudiants de 3e année qui assurent le service de conseil agronomique dans un rayon de 25 verstes autour de l'Institut. En même temps, sous la direction de la jeunesse communiste, le travail politique à la campagne avance grâce à des camarades du parti ou sans parti qui s'occupent de l'activité sociopolitique sur le même territoire. Et là, surprise, en effet, on s'aperçoit que de nombreux étudiants sont membres de soviets de village ou de coopératives dans les villages, et qu'ils font une intense propagande, qui font des conférences dans les villages sur la collectivisation de l'agriculture. On est en 1924, hein, c'est bien avant la collectivisation forcée, ou sur l'organisation et la mise en place de communes et d'artels agricoles. Donc première chose, le fait qu'ils vivent en commune s'explique en partie par le fait que professionnellement ils baignent dans une rhétorique collectiviste, et deuxième chose, professionnellement, ils seront amenés à justement faire du conseil agronomique et social auprès des villageois. Donc on voit se mettre en place un système assez intéressant où les étudiants à l'intérieur de l'Institut sont totalement dépossédés de toute initiative par le parti, mais où par contre, vis-à-vis de la masse de la population, ils sont eux-mêmes en position d'indiquer la voie à suivre et d'être ceux qui exercent un magistère. Et donc, la commune, là-dedans, commence à apparaître comme un moyen de sélection sociale, et y compris, c'est tout à fait dit dans les statuts de la commune, il est dit qu'on peut refuser l'intégration d'un étudiant en raison de son origine sociale, en raison de son attitude envers le travail, de son caractère indiscipliné, politiquement peu développé, disposé à l'opposition envers les organes soviétiques, et l'admission ne peut être conditionnée qu'à l'extirpation des défauts susnommés. Alors, ça se retrouve y compris dans des... Donc, ce changement total, c'est-à-dire on s'aperçoit que la commune, qui est théoriquement un organe collectiviste, est beaucoup plus presque un moyen de sélection individuelle des étudiants. Cette contradiction, elle se retrouve dans l'exposé des motifs du statut de la commune. On y explique qu'avec l'actuelle structure économique de l'État, donc on est à l'échelle de l'URSS, l'expérience de la commune sous sa forme idéale est impossible, donc de la commune comme réalisation du communisme. Elle prend donc une forme transitoire qui s'exprime concrètement dans les propositions suivantes. L'appareil administratif reste en place, et pour la réalisation de l'idée du communisme, une direction de la commune s'organisera et sera membre de droit du comité de direction de l'Institut. Alors évidemment, donc, au nom de la réalisation du communisme, il y a une direction, mais ce n'est pas encore cette contradiction qui est la plus intéressante. Ce qui est presque le plus intéressant, c'est que là, on a quasiment un décalque de certaines phrases de l'État et la révolution de Lénine, mais qui sont retournées. C'est-à-dire que Lénine disait « Seul le communisme rend l'État absolument superflu, mais dans la période de transition du capitalisme au communisme, la répression est encore nécessaire, l'appareil spécial, l'État est encore nécessaire, mais c'est déjà un État transitoire. » Donc l'idée de répression qui n'est pas présente dans l'exposé des motifs de la commune, vu qu'elle est quand même, vu que cet exposé des motifs est fait par, on l'a dit, un vieux militant du parti, c'est quelqu'un qui a lu l'État et la Révolution, et en disant que l'appareil administratif est encore nécessaire, il pense aussi à un appareil de répression. Plus loin, on explique que les communards doivent se préparer grâce à la commune au travail social qui les attend dans l'État socialiste. Donc on est tout à fait dans cette perspective de sélection de cadres. Pour y arriver, la commune doit prendre pour principe de révéler en chacun de ses membres un vrai collectiviste, créateur de nouvelles formes socialistes de vie sociale. Ce principe donc, de révélation des membres implique de lutter contre les instincts de propriété et permet la formation d'un homme nouveau qui mérite la reconnaissance du prolétariat et de la paysannerie laborieuse en accomplissant sa fonction de spécialiste. Alors, bon, là c'est 4 lignes sur une commune qui a rassemblé 87 étudiants pendant 1 ou 2 ans, perdus dans le nord-est de l'Ukraine en 1924. En même temps, je trouve ça très intéressant pour plusieurs raisons. On est en 1924. C'est la première fois que j'ai vu dans des textes de cette époque-là l'apparition de l'expression « d'homme nouveau », qui est une expression typiquement stalinienne, qui fera florès dans les années 30, mais dans les années 20, elle est... Moi, je ne l'ai quasiment jamais rencontrée, ni dans le dépouillement de la presse, ni dans le travail sur archives. Et cet homme nouveau mérite la reconnaissance du prolétariat et de la paysannerie, c'est-à-dire qu'on est clairement dans un rapport hiérarchique. Donc, vous voyez, en partant d'une situation de départ
encore une fois, tout à fait banal, parce que j'oubliais de préciser quand même que vu la situation économique suite à la guerre civile, la première motivation invoquée pour la création de cette commune était quand même de permettre aux étudiants de survivre matériellement en pratiquant un travail agricole à côté de leurs études, qui était évidemment lié à leurs études vu qu'ils étaient étudiants en agriculture, mais il s'agissait déjà de pratiquer une espèce d'autosubsistance. N'empêche qu'à partir de cette situation de base, encore une fois tout à fait banale, on a vu se construire un système où le parti domine toute l'institution, mais pas de façon univoque comme le voit l'école totalitaire, mais au contraire en s'appuyant sur l'appétit de promotion sociale des étudiants et en leur donnant en échange de leur soumission la possibilité de soumettre à leur tour la population à laquelle ils vont s'adresser en tant que cadre. Je précise que ces étudiants de l'Institut vétérinaire étaient d'origine paysanne et ouvrière et que c'était à l'époque un des instituts les plus prolétariens, suivant les canons soviétiques de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 2 fois plus de jeunes d'origine populaire dans cet institut qu'il n'y en avait en moyenne dans les établissements d'enseignement d'Ukraine à l'époque. Donc voilà, là on a un exemple de subversion qui est intéressante parce qu'elle permet de résoudre plusieurs problèmes. Le milieu étudiant, on avait vu que c'était un milieu globalement indiscipliné. Et bien là, on peut non seulement leur imposer une discipline, mais leur faire imposer une discipline au reste de la population. Et on peut aussi utiliser leur indiscipline pour comment dire, réduire à la portion congrue le corps enseignant. C'est-à-dire que vous avez une utilisation très subtile des rapports de force sociaux, où à la fois, donc, dans le cadre de l'Institut, les étudiants vont servir de masse de manœuvre contre l'ancien corps professoral, mais à l'extérieur de l'Institut, ils vont servir aussi de moyens de contrôle et de propagande vis-à-vis des paysans. Donc le pouvoir ainsi arrive à discipliner un groupe social rebelle au nom d'un discours généralement attaché à la rébellion, tout en réussissant une opération d'ingénierie sociale. Des étudiants d'origine populaire contrôlés par le parti sont à leur tour les cadres qui doivent contrôler la masse paysanne au nom des idéaux collectivistes. Encore une fois, c'est un seul exemple, mais alors par contre, dès que le grand tournant stalinien 1929-1930, collectivisation et industrialisation est initié, le même genre de phénomène prend une extension énorme. Les communes étudiantes apparaissent donc fin 1929, début 1930. Elles embrassent rapidement des cités universitaires entières, c'est-à-dire que les plus petites communes font 300 étudiants, les plus grandes 3000. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la presse, on voit un véritable théâtre d'ombre se développer où les étudiants communards revendiquent leur autonomie par rapport à l'appareil du parti, par rapport à l'appareil des syndicats étudiants, en disant ce sont des appareils bureaucratisés, nous les jeunes qui vivons en commune, etc., etc. Or, les quelques archives qui concernent ces communes du début des années 30 montrent que les cités universitaires sont administrées par des directeurs nommés par la municipalité. En dessous des directeurs, il y a des gens qui s'appellent des commandants, et d'ailleurs le terme est resté dans les cités universitaires soviétiques, et je me demande s'il n'est pas resté d'ailleurs dans les cités universitaires post-soviétiques. La seule liberté qu'ont les étudiants, c'est d'élire un chef de chambre qui s'appelle le starosta, c'est le vieux terme qu'on employait dans les communautés paysannes avant la Révolution pour le chef de village, et ce starosta étudiant doit surtout veiller à la propreté des chambres, donc on est quand même assez loin d'une idée de communauté autogérée. Mais par contre, ces communes s'arrogent le droit de répartir les étudiants dans les différentes cités universitaires, c'est-à-dire de faire du contrôle social. En même temps, ces communes sont le moyen de commencer à participer au cursus honorum soviétique, c'est-à-dire de gagner ses galons pour devenir un cadre. Et j'ai trouvé une lettre de 1930, une plainte d'une étudiante qui a été exclue du supérieur à cause de ses origines sociales et qui conclut sa lettre de plainte en disant « Mon exclusion de l'école a été le dernier d'une longue série de désagréments qui se sont exprimés par le refus de m'admettre à participer au travail des brigades des communes,
par ma destitution du poste de responsable du Secours Rouge, alors que tout le groupe m'avait élu. C'est-à-dire qu'on voit que participer au Secours Rouge, participer aux communes, c'était son moyen à elle, qui avait des origines sociales plus ou moins troubles, de garantir son accès à l'enseignement supérieur et donc son accès à un poste de cadre. Et de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup rappelé un passage du livre de Lefort, La complication, donc sur la chute du régime communiste, qui disait que le système était fondé sur les bénéfices que tirent quelques-uns et à leur suite un grand nombre de leur asservissement. Parmi les bénéfices, il faut compter le pouvoir que gagnent les bien-pensants de se poser en maître à penser face à la masse des ignorants et des hésitants. Et à mon sens, c'est une voie qui, entre l'école dite révisionniste d'histoire sociale de l'Union soviétique et l'école totalitarienne, a été, somme toute, assez peu travaillée pour expliquer cette subversion du communisme et en particulier de l'utopie des communes. Je vous remercie. Merci pour cette parfaite maîtrise du temps.